Bienvenue sur 13e rue pour un nouvel épisode de nos faits Carl Zéro. Aujourd'hui, nous sommes à Nice, où le 2 septembre 2003, Christophe Dalmasso va littéralement se volatiliser dans la baie des Anges. Christophe Dalmasso est un golden boy, un millionnaire, et très rapidement, sa mère comprend qu'il n'a pas disparu, mais qu'il a été assassiné. Pourtant, d'aucuns disent qu'il s'est enfui au Brésil pour oublier son ex-femme, sa fille adoptive, qui lorgnait un peu trop sur son argent. Renée Dalmasso, sa mère, n'y croit pas. Elle sait que son fils a été assassiné. Et l'histoire va lui donner raison un an plus tard, à Cannes. Là-bas, non loin de la célèbre Croisette, la mère va rejeter un pied et un tibia, ceux de Christophe Dalmasso. Dès lors, la police va explorer toutes les pistes possibles. Il y a une piste corse, une piste russe, il y a une piste brésilienne, et il y a la piste de sa fille adoptive et de son ami brésilien Edno. La disparition de Christophe Dalmasso, c'est l'histoire d'une vie où l'amour et la réussite dégénèrent en haine et en convoitise. L'histoire d'un homme emporté par le courant du succès et qui savait, qui sentait qu'il allait le payer. Je pense qu'il se sentait menacé parce qu'une fois, il me dit, tu sais maman, si on te demande une rançon, tu ne paies pas. Alors je lui dis, tu me connais Christophe, tu sais que je donnerai tout ce que j'ai. Alors il me dit, c'est pas la peine maman, parce qu'ils me tueront quand même, parce que je les reconnaîtrai. Il savait qu'il allait mourir, parce qu'à 32 ans, on ne fait pas son testament holographe, son testament spirituel. Je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Le 2 septembre 2003 à Nice, un businessman de 34 ans disparaît. Son portable est sur messagerie. La veille de sa disparition, nous avons mangé ensemble. C'était à midi et demi, on a mangé ensemble. Et en partant, bon, mon mari s'est souvenu à peine maintenant qu'il a embrassé, chose qui n'était pas bisou. Et moi, il m'a fait un signe de la main, il m'a dit « À bientôt maman ». À bientôt, maman. Et on ne l'a plus revu. Ce bientôt, ça invite au lendemain. Mais on ne l'a plus revu. Le jour même de sa disparition, Paul Monnier, un de ses meilleurs amis, essaye en vain de le rappeler. Et là, j'ai essayé de téléphoner et la boîte était pleine. Et on disait, c'est bizarre de ne pas avoir une boîte pleine. Bon, c'était pas son style. 2 jours plus tard, Christophe est toujours injoignable et ne se présente pas à un rendez-vous qui lui tenait pourtant très à cœur. Le mois précédent, il apprend que son père souffre d'un cancer. Christophe est de tous les instants. Tous les jours, à partir du 20, il est venu à la maison, il disait à mon mari, « Tu sais papa, un cancer maintenant ça se soigne. Tu vas t'en sortir papa. » Tous les jours, il venait, tous les jours. Et il devait nous accompagner le 4 septembre. Le 4 septembre, on n'avait plus de signe de vie. Pour moi, c'était incompréhensible, mais je me raisonnais. 6 jours après sa disparition, dans la nuit du 8 au 9 septembre, sa voiture est incendiée devant une concession automobile de la région. À son bord, les pompiers découvrent un trousseau de clés qui lui appartient. On va se rendre compte que ce véhicule a été laissé là pour une raison indéterminée. Il brûle, les pompiers interviennent, on va essayer de sauver ce qui reste du véhicule et on va retrouver les clés de Christophe Dalmasso dans la malle. Donc là, c'est vrai, c'est pas normal. On retrouve donc ses clés, mais pas sa sacoche, qui contient tous ses papiers d'identité, ses papiers bancaires dont il ne se séparait jamais. Alors, fuite volontaire ou inquiétante disparition? À ce stade, impossible de le déterminer. D'autant qu'une voiture brûlée ne laisse aucune empreinte, aucun indice. Les enquêteurs vont se pencher sur la personnalité de la victime. Qui est ce Christophe Dalmasso? Fils de commerçant en fruits et légumes, il a été élevé par ses grands-parents, membres d'une communauté monastique catholique. Il y développe une grande ferveur religieuse.
C'est quelqu'un de très gai, heureux de vivre. Il avait surtout envie de réussir dans la vie, dans les affaires. Il a toujours été passionné par les affaires et c'était son ambition, en fait, de réussir dans la vie. À 18 ans seulement, il se marie avec Elisabeth Kirstein, mère d'une petite fille de 5 ans. Une femme partie tenter l'aventure aux États-Unis avant de venir s'installer sur la Côte d'Azur. Christophe la prend sous son aile, ainsi que sa petite fille qu'il légitime. Les débuts du couple sont paisibles. Christophe peut se consacrer à bâtir sa fortune. En quelques années, le jeune homme devient un véritable brasseur d'affaires. Mais c'est un fervent catholique, pas question d'étaler sa richesse. Christophe voulait surtout pas qu'on dise qu'il avait de l'argent, il voulait absolument pas ça. Ce fameux jour qu'on était à table, j'avais une amie, puis en plaisantant, elle lui dit « Christophe, il est en face d'elle, tu n'as pas besoin d'une gouvernante ?» Je lui dis « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que tu es riche. » Et là, il a changé de tête, et moi, j'étais à la cuisine, et il est venu me dire « Maman, je t'interdis de dire ça. Riche, ça veut rien dire. » Christophe Dalmasso a une personnalité atypique. Décrit comme impitoyable dans le business, très procédurier, féru de droit, l'affairiste cannois n'hésite pas à plaider lui-même ses dossiers en justice. Et son rapport à l'argent est très particulier. Vous savez, c'était un garçon économe. Hein. Il ne jetait pas l'argent par les fenêtres. Une anecdote en passant, moi à l'époque, je laissais des pourboires quand j'allais quelque part. Et lui, il laissait rien ou presque rien. J'étais étonné. Mais c'était lui, ça. Il connaissait bien la valeur de l'argent, c'était pas un dépensier, c'était... voilà, c'était comme je vous l'ai dit, un garçon entier, gentil, économe, travailleur. Il pensait qu'à ça. Son intransigeance, maladive dans les affaires et son caractère insaisissable lui valent beaucoup d'inimitié. Sa personnalité était extrêmement complexe. Sa manière de vivre, sa manière de faire fortune était extrêmement complexe. C'est un personnage particulier. Paraît-il doté d'une intelligence extraordinaire et un personnage qui fascinait, qui avait certainement beaucoup d'ennemis. En marge de ses affaires florissantes, Christophe va toucher un héritage colossal, issu d'une rencontre qui fera jaser avec une vieille dame riche, Madame Glanzer. Madame Glanzer, c'est Elisabeth qui l'a connue en premier. Elle était sa gouvernante, elle allait lui tenir compagnie, elle faisait ses commissions. Mme Glanzer, c'est une femme très gentille, très généreuse. Et cette Mme Glanzer, elle s'est pris d'amitié pour Christophe et un jour, elle s'est cassé le col du fémur et elle a demandé à Christophe et Elisabeth d'aller vivre chez eux. En remerciement de tous les soins qu'il lui apporte, Mme Glanzer lègue sa fortune à Christophe. À sa mort, ce dernier devient notamment propriétaire de plusieurs terrains en Haute-Corse et d'un immeuble à Nice, le château Beaulieu. Un héritage estimé à plusieurs millions d'euros et qui lui vaudra de violentes jalousies. Qu'importe, Christophe est un homme heureux en affaires. Après tout, il s'est donné les moyens de sa réussite. Sauf que, après plusieurs années de mariage, Christophe devient malheureux en ménage. Il m'avait raconté qu'il soupçonnait sa femme d'avoir des amants. Il avait attrapé aussi, c'est ce qu'il me racontait, hein, qu'il avait attrapé sa femme une fois en rentrant chez lui à Saint-Césaire avec un homme. Et puis voilà, donc c'était tous ces problèmes. C'est un gars, il a connu sa femme très jeune, donc il n'a pas beaucoup vécu, quoi, je pense. Puis il était très amoureux de sa femme. Contre toutes ses convictions religieuses, le mari éploré se résout finalement au divorce. Mais cette séparation l'accable. C'est-à-dire que Christophe, il était très pieux. Après, il avait tourné le doigt son âme, il n'allait plus à l'église, il passait d'une femme à l'autre. C'était plus le même Christophe. Tous ses projets étaient anéantis parce qu'il s'était donné à fond dans son mariage, lui. Lui, c'était pour la vie. J'étais pour la vie, lui. Le fils rangé, l'époux fidèle, le catholique pratiquant assiste à la déchéance de ses idéaux. La vie rêvée de Christophe va voler en éclats. Son couple explose littéralement. Ses affaires deviennent nébuleuses. Les années passent, mais les spectres de son premier mariage viendront le hanter jusqu'au jour de sa disparition. Que s'est-il vraiment passé au sein de la petite famille Dalmasso? C'est dans cette église qui est derrière moi, Sainte-Germaine, que la vie de Christophe Dalmasso va basculer. C'est ici qu'il va voir pour la première fois Elisabeth Kirstein. Oh, ce n'est pas une apparition, ce n'est pas une sainte, c'est plutôt une sorte d'aventurière, comme on dit, à propos de certaines femmes un peu trop libres ou indépendantes. En tout cas, elle n'est pas du tout du goût de la famille Dalmasso. Elisabeth Kirstein, c'est une femme très gentille, très généreuse. Et cette famille Dalmasso, c'est une famille très gentille, très généreuse. Et Elisabeth Kirstein, c'est une femme très gentille, très généreuse.
Il faut vous dire que depuis son plus jeune âge, Christophe fréquente cette église de Sainte-Germaine qui est très traditionnaliste. Ses parents sont des petits bourgeois, assez aisés, et Christophe, lui, va rester enfant de chœur jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'est dans cet habit que pour la première fois de sa vie, il va voir cette fameuse Élisabeth, la femme mûre, 25 ans, vous pensez, pour un garçon de 17 ans. Et le puceau va immédiatement tomber amoureux. Un an à peine après leur rencontre fugace dans cette église, Christophe décide d'épouser Élisabeth. Il va non seulement prendre Élisabeth, mais il va prendre également sa petite fille. Parce que Élisabeth a une petite Lucie de 5 ans, une enfant métisse, qu'elle aurait tuée à la suite d'un viol par un Antillais. Toujours est-il que Christophe va faire table rase du passé, accepter les éventuelles fautes passées de son épouse et convoler en juste noces. Ça commence évidemment comme une histoire d'amour merveilleuse et ça va se terminer, vous allez le voir, en véritable tragédie cette rencontre. Lorsque Christophe annonce son projet de mariage à ses parents, ce n'est encore qu'un adolescent à peine sorti de sa puberté. Chez les Dalmasso, c'est la consternation. Un jour, on était à table et puis il nous dit, il avait 17 ans, et puis il nous dit, je veux me marier. Alors nous, on était étonnés, te marier? Mais tu sors pas, tu sors jamais. Mais avec qui? Alors il nous dit, je l'ai connue à l'église. Ah bon? Ah. Bon, elle a 8 ans de plus que moi. Ah, bon. Le père de Christophe s'oppose formellement à cette union. Dans la paroisse, les rumeurs sur Elisabeth Kirstein vont bon train. La jeune femme a la réputation d'être une femme volage et vénale. Tout pour déplaire à la famille Dalmasso, des bons chrétiens. On avait eu des très mauvais renseignements sur Élisabeth. C'était des renseignements difficiles à entendre sur sa conduite. Alors les paroissiens de l'église nous ont téléphoné, il faut empêcher ce mariage. Et le prêtre de l'église, monsieur l'abbé Delmazur, il est venu pendant 1 mois au magasin, il faut empêcher ce mariage, il faut empêcher ce mariage. Qu'à cela ne tienne, Christophe se passera de la bénédiction parentale, il épouse Élisabeth, met ses biens en commun et dans la foulée, adopte la petite Lucie, la petite fille de sa femme, contre l'avis de ses parents qui s'inquiètent de la précipitation des événements. Leur intuition était-elle fondée? L'avenir va hélas leur donner raison. Très vite, Christophe a du mal à supporter sa fille adoptive qu'il place en pension à l'âge de 8 ans. Quant à son couple, eh bien il sombre dans l'humiliation et la trahison des adultères successifs d'Élisabeth qui enchaînent les amants. Il en voulait quoi, il en voulait d'avoir agi comme elle a fait et surtout que lui il en a souffert de tout ça. Donc après c'est sûr qu'après il avait une grosse rancune, surtout les derniers temps quand en plus elle avait mis dehors de l'appartement, il y avait plein de choses qui se sont accumulées et puis donc après c'est vrai qu'il avait une peu, je dirais pas une haine, mais c'est vrai une grosse rancœur il avait, oui. Ouais, ouais. Malgré leur séparation, Dalmasso supporte de plus en plus mal le harcèlement dont il est victime de la part de son ex-épouse, qui lui demande sans cesse de subvenir à ses besoins. Quant au rapport avec sa fille adoptive, ils ne sont pas meilleurs. Il y a certains problèmes, il y a un accident de la circulation par exemple où il a prêté une voiture. Cet accident de la circulation entraîne un dégât matériel, une voiture certainement très abîmée et M. Dalmasso va demander le remboursement des dégâts sur la voiture. Ensuite, il ne veut plus payer les études de Lucie Dalmasso, donc on voit quand même une évolution, c'est-à-dire que les rapports sont quand même de plus en plus tendus. Désormais, les litiges financiers entre Christophe et sa fille adoptive se régleront devant la justice. Lucie ne voit plus son père en dehors des tribunaux. Je crois qu'au niveau affectif, il n'y avait plus rien, hein. Il n'y avait rien du tout. Hein. À la fin, je pense que quand elle a été adulte, qu'elle a dû peut-être se rendre compte de la valeur que représentait Christophe quelque part, et elle voulait peut-être aller avoir plus que ce que Christophe lui donnait, et il s'est créé une zizanie entre eux, et de là, il y a eu vraiment une ne pouvait plus se voir, quoi. En 2001, la rancœur envers sa fille est telle que Christophe Dalmasso rédige un testament pour la déshériter. Il va jusqu'à engager une procédure en désaveu de paternité. Entre le père et la fille, la guerre est ouverte. Lucie se plaignait beaucoup de son père, de Christophe. Qu'il n'aidait pas, qu'il était riche, mais qu'il était trop radin, qu'il n'aidait pas, qu'il n'avait jamais versé des pensions ou quoi. Dans une occasion, une fois, elle m'a dit qu'il aimerait bien qu'il lui arrive quelque chose du mal, un accident, pour qu'il puisse devenir quelqu'un de plus humble. Lucie ne s'en cache pas, elle lui souhaite le pire. C'est dans ce contexte de rancune et de conflits familiaux que survient, le 2 septembre 2003, la disparition de Christophe.
Ce dernier appel qu'il passe ce jour-là déclenche une borne du centre-ville de Nice. Il est 12h19. À partir de 13h30, tous les appels entrants sont dirigés directement sur sa messagerie. On perd toute trace de l'homme d'affaires à proximité du château Beaulieu, l'immeuble qui lui appartient et dans lequel habite toujours son ex-femme Elisabeth et sa fille Lucie, ainsi que plusieurs autres locataires. Dans les semaines qui suivent sa disparition, les enquêteurs n'ont pas d'autres indices que sa voiture incendiée. À la vue de ses activités financières dans des transactions parfois à risque, les enquêteurs privilégient l'hypothèse de l'enlèvement. Christophe avait prévenu sa maman, il craignait pour sa vie. Je pense qu'il se sentait menacé parce qu'une fois, mais moi j'ai cru que c'était une boutade, parce que Christophe avait beaucoup d'humour. Il me dit, tu sais maman, si on te demande une rançon, tu paies pas. Je lui dis, je paie pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Puis dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est majeur, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors je lui dis, tu me connais Christophe, tu sais que je donnerai tout ce que j'ai. Alors il me dit, c'est pas la peine maman, parce qu'ils me tueront quand même, parce que je les reconnaîtrai. Mais là, moi, vous croyez que j'aurais eu l'idée de lui dire, mais Christophe, on t'a menacé? Non, non, j'ai pas eu. Là, j'ai du remords. J'aurais dû dire, mais t'as pensé à notre chagrin? Si t'arrive quelque chose, Christophe, si t'as quelque chose à dire, il faut nous te confier. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il faudra attendre le 3 octobre, un mois donc après sa disparition, pour que la police ouvre une enquête. Les policiers s'intéressent tout d'abord aux nombreuses affaires du jeune Niçois et découvrent qu'il était en business avec les Russes. Christophe fréquentait souvent le cabaret Le Saint-Pétersbourg à Mougins, non loin de Nice, et il sortait souvent avec des jeunes filles russes. La mère de Christophe se souvient d'ailleurs d'une conversation qu'elle a eue à ce sujet avec Elisabeth, l'ex-femme de son fils. Elle me dit, tu peux pas me donner un peu des renseignements? Oh, je dis, tu sais, on pense que ce sont les Russes. Et suite à ça, ils ont eu beaucoup d'appels téléphoniques, la police judiciaire, en les orientant sur les Russes. Christophe s'apprêtait-il à conclure une affaire avec un de ces hommes de la mafia russe qui aurait mal tourné? Il semble en tout cas que des personnes aient voulu mener les enquêteurs sur cette piste. En tout cas, après avoir fouillé le disque dur de l'ordinateur de Christophe Dalmasso, rien, aucun élément sérieux ne permet de relayer cette piste russe. C'est à l'heure. C'est à l'heure. La piste russe, j'ai jamais cru, moi, à la piste russe. Jamais. Jamais, jamais. En revanche, on sait bien que dans un autre dossier, Christophe Dalmasso s'est fait de solides ennemis. Celui de l'héritage corse. Son amie, Madame Glanzer, lui avait légué une immense fortune qui suscitait des jalousies féroces. On se demande comment ce Christophe Dalmasso, à l'âge qu'il avait, 35 ans, a pu hériter d'une telle fortune de la part d'une femme qu'il a très peu connue, dont il n'était rien. Ni le neveu, ni membre de sa famille, et pourquoi cet héritage lui a été donné. Lorsque les cousins de Madame Glanzer prennent connaissance du testament en faveur de Dalmasso, ils entrent dans une colère folle. Ils sont prêts à tout pour remettre la main sur ce magot de famille. Ils l'ont amené en Corse. Et en Corse, ils ont voulu lui faire changer son testament, mais elle a refusé, parce qu'elle avait toute sa tête. Elle a refusé. Et elle répondait invariablement, je ne reviendrai pas sur ma décision elle est irrévocable, je ne reviendrai pas sur ma décision. Après la mort de la richissime vieille dame, les héritiers déchus décident d'employer les grands moyens en poursuivant Christophe devant la justice. Et 4 jours après la disparition du jeune homme, une partie du terrain contesté en Corse est mystérieusement incendiée. La conjugaison de tous ces éléments a de quoi intriguer les enquêteurs. Mais les investigations réalisées par la PJ Corse concluent à l'impasse. Sans signe de vie de Christophe, la police envisage toujours comme plausible la théorie d'un Golden Boy qui partirait pour se faire oublier. D'autant qu'un personnage extrêmement étrange vient d'apparaître. Un danseur brésilien qui répond au nom charmant d'Edno Borba affirme qu'il connaît Christophe et qu'il l'a aidé à partir dans le plus grand secret pour le Brésil. Le Brésil, un pays que Christophe connaît particulièrement bien puisqu'il y effectue souvent des petits voyages. C'est donc un ami brésilien qui a présenté Edno Borba à Christophe. Le Edno, il ne perd pas le nord. Christophe possède cette sublime bâtisse, cet immeuble, le château Beaulieu, au milieu de Nice. D'ailleurs, vous allez voir qu'après la disparition de Christophe Dalmasso, Edno va se comporter de manière tout à fait déconcertante. Regardez bien. Fraîchement débarqué du Brésil, parlant à peine le français, à 29 ans, Edno Borba est un danseur de capoeira, une fameuse danse brésilienne.
Il loue depuis peu un appartement à Christophe, au château Beaulieu. C'est là-bas qu'il rencontre Lucie Dalmasso, avec qui il entame une liaison amoureuse. Il lui raconte qu'il vient d'une famille très riche au Brésil et qu'il a un contrat sur sa tête, raison pour laquelle il est venu se réfugier sur la French Riviera. Quelques jours après la disparition de son propriétaire, Edno Borba se comporte comme si Christophe n'allait jamais réapparaître. Il entame des travaux auxquels Christophe Dalmasso s'opposait formellement. C'est-à-dire qu'on va avoir la prise en main du premier étage, qui est un très bel appartement, par Borba da Silva, qui va donc prendre cet appartement pour en faire une salle de danse, alors qu'on sait que pertinemment, Christophe Dalmasso était opposé à ce projet. Qu'à cela ne tienne, Dalmasso, Christophe a disparu, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est enlevé, on ne sait pas s'il est parti... j'allais dire, dans un autre pays pour refaire une vie. Qu'à cela ne tienne, on refait l'appartement et on fait cette salle de danse. Edno, il voulait démolir une partie de l'appartement pour agrandir le salon, des cloisons. Il voulait que je démolisse. Et moi, je ne voulais pas. J'ai dit non, il faut que Christophe l'autorise quand même. Il a dit non, mais je viens juste parler avec lui. Et il m'a dit que c'est bon, que tu peux démolir la cloison. J'ai dit, mais comment t'as appelé? J'ai dit non, j'ai un autre numéro. Il m'a dit comme ça. Christophe Dalmasso ne donnerait de nouvelles à personne, sauf à cet homme Edno Borba qu'il connaît depuis seulement 15 jours. C'est peu probable. Mais une sombre histoire de chèque va accabler le danseur brésilien. 2 mois avant sa disparition, Christophe avait exigé de son ex-femme, Elisabeth, le remboursement d'une voiture qu'il lui avait donnée. Et moi, je lui ai dit, je t'en supplie, Christophe, laisse tomber cette voiture, je t'en supplie. Alors il m'a répondu, non maman, elles m'en ont trop fait. C'est la première fois qu'il se plaignait. Alors là, j'ai vu les chèques après, et il était tout fier. Regarde maman, regarde, je me suis fait faire des chèques. Tout fier de lui d'avoir ces chèques dans sa banane. Il a une habitude, c'est qu'il se trimballe toujours avec un sac banane autour de la taille. Et ce sac banane, vraiment, j'ai presque même l'impression, le pauvre, qu'il devait dormir avec. C'est presque sa vie, non pas sa vie sentimentale, mais je crois que c'est sa vie économique qui est sur lui. Donc il a ce sac banane, et dans ce sac banane, il y a des chèques. Quelques jours après la disparition de Christophe, Edno Borba se retrouve étrangement en possession de ces fameux chèques. 3 chèques émis par Elisabeth Kirstein, au profit de Christophe, et un chèque vierge. Il m'a montré 4 chèques. Je ne me souviens plus le montant. Et ces chèques, c'était des chèques qu'Elisabeth devait payer à Christophe. Christophe s'est battu pour récupérer ces chèques. Alors pourquoi les aurait-il donnés à Edno Borba? Elisabeth confirme à sa belle-mère que le Brésilien s'est bien retrouvé en possession de ces précieux chèques dès le début du mois de septembre 2003. Elle me dit, je ne dois plus rien à Christophe. J'ai dit, comment tu ne dois plus rien à Christophe? Eh bien, Borba m'a donné les chèques. Il m'a donné les chèques que je devais à Christophe. Il les a échangés contre un terrain. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai dit. Il t'a donné les chèques? Borba t'a donné les chèques? Mais j'ai dit, mais alors c'est lui le coupable, puisqu'il sonne à la banane à mon fils. Et je me suis mis à trembler. J'ai dit, mais c'est lui le coupable. Lorsqu'il est interrogé par la police, le Brésilien confirme qu'il est bien en possession de ces chèques. Il affirme les avoir échangés contre un terrain qui lui appartient au Brésil, où Christophe Dalmasso voulait s'enfuir incognito. Le chèque vierge devait servir à payer les travaux effectués au château Beaulieu, en son absence. Mais les enquêteurs ont du mal à accrocher. Il y a quand même une opposition entre les deux personnalités. Vous avez Christophe Dalmasso qui est parfaitement intégré dans la société, qui a pignon sur rue, et puis vous avez Borba da Silva qui est un danseur brésilien qui, j'ai rien contre la danse, mais enfin qui danse sur les trottoirs, et on a quand même, à mon avis, des difficultés à imaginer des relations d'affaires entre M. Christophe Dalmasso et M. Borba da Silva. Pour la police, la piste de l'enlèvement est de plus en plus probable. D'ailleurs, les proches ne croient pas à la version du départ volontaire en catimini, de l'autre côté de l'Atlantique. C'était un gars qui était très sérieux dans son travail, donc il ne serait pas permis de partir, de laisser son travail, d'une part, parce que c'était quelque chose d'important pour lui, le travail. Et puis bon, il était très famille, hein, il ne serait pas parti comme ça sans rien dire à ses parents, sachant que son père était malade, donc non, jamais de la vie. Moi, j'ai jamais cru qu'il était parti au Brésil, non. Sans nous avertir, non. Et sans le sentant lié comme il était lié avec ses parents, avec son frère, jamais. Ça, je n'ai jamais cru.
c'est pas possible. Non seulement, les policiers ne retrouvent aucune vente de terrain enregistrée au Brésil, mais surtout lors d'une perquisition chez Edno Borba, ils découvrent d'autres documents personnels du jeune affairiste canois, des documents dont il ne se séparait jamais. Le danseur brésilien est placé sous les verrous, soupçonné d'enlèvement et de séquestration de Christophe Dalmasso. Les relevés téléphoniques nourrissent les soupçons de la police. Edno Borba se trouvait dans le même quartier que l'homme d'affaires au moment de sa disparition, mais surtout, il est le dernier à lui avoir parlé au téléphone. En fait, si la police soupçonne Edno, c'est que le dernier appel de Christophe Dalmasso était pour lui, le jour de sa disparition. Donc il y a quand même des éléments qui impliquent Edno. Christophe a donc parlé au téléphone avec Edno en fin de matinée, juste avant de disparaître. Plus étrange encore, le jour où Christophe Dalmasso disparaît, le jeune Brésilien est admis dans un hôpital de Nice pour une blessure à l'arcade sourcilière. Et ils ont retrouvé donc Borba qui a été blessé le jour de la disparition de mon fils. Il a nécessité des soins à 16h47 à l'hôpital Saint-Roch. Lorsque la police l'interroge sur tous ces éléments et sur son emploi du temps, Edno Borba livre des explications confuses, contradictoires. Pourquoi ment-il? A-t-il des choses à se reprocher? Il faut rappeler qu'il entretenait une liaison avec la fille de la victime, Lucie, qui a grandi, et que celle-ci n'a pas dit à la police qu'elle l'avait accompagnée se faire soigner à l'hôpital le jour de la disparition de son père. Elle n'a pas dit non plus que son amant lui avait montré les documents personnels de son père. Les parents de Christophe ont du mal à croire que seul le Brésilien soit impliqué. La grand-mère de Lucie est convaincue que les amants terribles ont fait le coup ensemble. Et c'est là que je lui ai dit, Borba, je te promets, je saurai ce qui est arrivé à mon fils. Et là, Lucie, pour la première fois, elle a laissé échapper des larmes et lui, il lui a caressé le genou. René Dalmasso est donc convaincu que sa petite fille a quelque chose à voir dans la disparition de son fils. René Dalmasso les soupçonne même de l'avoir enfermé au château Beaulieu. Elle se met alors en quête de son fils dans ce fameux château vers lequel toutes les pistes convergent et où habitent les mystérieux protagonistes. Je vais aller dans les caves pour voir s'il n'y a pas mon fils. Alors dans les caves, je suis descendue, c'est un peu le labyrinthe là-bas, et j'ai crié « Christophe, Christophe, c'est maman, réponds-moi, si tu es enfermé, réponds-moi !» Christophe est-il toujours en vie? En tout cas, les espoirs de le revoir vivant s'amenuisent de jour en jour. 1 an après la disparition du jeune millionnaire, l'enquête piétine. Mais un événement va provoquer un coup de théâtre. Fin août 2004, des baigneurs tranquilles font une macabre découverte en baie de Cannes sur la plage de Golfe-Juan. C'est sur cette plage de Cagnes-sur-Mer, en pleine saison estivale 2004, qu'on va trouver un tibia et un pied. Les tests ADN sont formels. Il s'agit bien des restes de Christophe Dalmasso. Sa mère a donc eu raison, il a bien été assassiné. Mais par qui? Poursuivi déjà pour enlèvement et séquestration, Edno Borba se retrouve accusé d'un crime. Terminé, sa petite histoire, sa petite chanson de Dalmasso qui avait fui au Brésil, auquel il aurait vendu un terrain. Ça ne tient plus. Alors il va raconter autre chose. Il va dire qu'en fait, c'est son ancienne amoureuse, la fille de Christophe, Lucie Dalmasso, qui a assassiné son père, et que s'il n'a rien dit jusqu'à présent, eh bien c'était tout simplement pour la couvrir. Comme quoi, René, la maman a bien fait de ne pas lâcher l'affaire. On a retrouvé le pied et le tibia, et on va retrouver l'assassin. Je le sens. Alors qu'on est sans nouvelles de Christophe Dalmasso, les uns convaincus de sa retraite financière au Brésil, les autres persuadés de son enlèvement, 1 an jour pour jour après sa disparition, on découvre donc sur la plage de Cagnes les restes d'ossements humains. La police scientifique entre en jeu, elle fait immédiatement des tests ADN. Il y a une analyse, vous savez quels sont les résultats qu'on obtient à partir d'une recherche d'ADN, et là, coup de tonnerre, le pied, le tibia, c'est bien le fils Dalmasso. En janvier 2005, on a donc la certitude que le jeune homme est bel et bien mort. Mais dans quelles conditions? Après avoir été mis en examen pour enlèvement et séquestration, Edno Borba est accusé d'homicide volontaire. Dès lors, il donne une autre version des faits aux policiers. Selon lui, c'est Lucie qui en fait a commandité le meurtre de son père par des hommes de main. C'est elle qui le lui a dit. Et c'est elle
qui va lui demander de déterrer le corps 6 mois après le meurtre. Pourquoi? Parce qu'elle veut toucher l'héritage. Un scénario que les enquêteurs vont juger plausible, d'autant que les expertises scientifiques l'attestent. On retrouve sur les restes humains des débris végétaux caractéristiques de la région. C'est après une tempête. Il y a pas mal de ruissellement dans le secteur de Golfe-Juan-Valoris. Et en fait, je crois après ce ruissellement, il y a plusieurs petits cours d'eau qui se déversent dans la mer et qui ont charrié tout un tas d'ossements, des ossements d'animaux, mais dedans, et aussi des ossements humains, donc qui proviendraient de la colline, quoi. Les analyses montrent en effet que le corps de Christophe Dalmasso n'a pas été jeté à la mer, comme on aurait pu le croire dans un premier temps. Selon les experts, le corps a été enterré quelque part dans ces collines de Valoris, au-dessus de Cannes. Mais comment ces restes ont-ils pu se retrouver sur la plage? C'est Edno Borba qui l'explique aux enquêteurs. Après avoir fait tuer son père par des hommes de main, donc, Lucie Dalmasso a demandé à son amant de l'aider à déterrer le corps de la victime pour le jeter dans une rivière. D'accord, ceci explique cela. Le corps jeté dans la rivière réapparaît subitement sur la plage après avoir été transporté par les ruissellements d'eau provenant des collines. Mais pourquoi avoir déterré le corps? Borba da Silva, lorsque les restes de M. Christophe Dalmasso vont être découverts, va indiquer on a fait ressortir le cadavre de M. Christophe Dalmasso parce qu'on s'était rendu compte, donc il parle de Lucie, on s'était rendu compte qu'on était parti sur une procédure en recherche, une disparition, et que dans ce type de procédure, elles ne peuvent être clôturées qu'après un délai de 10 ans. En clair, lorsqu'une personne disparaît sans laisser de traces, il faut attendre 10 ans, selon la loi, pour pouvoir commencer à toucher son héritage. Et il connaît bien la loi française, notre danseur brésilien. Comment il a pu dire 10 ans si on n'y a pas dit à ce garçon? Comment il a pu inventer ce chiffre? Pour qu'il ait dit ça au service de police, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est quelqu'un qui lui a dit. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est certainement beaucoup plus au fait de la loi française qu'un danseur du Brésil, ça c'est sûr. Et voilà pourquoi il fallait que l'on retrouve le cadavre, pour que Christophe Dalmasso soit enfin déclaré mort. Et qui dit mort dit héritage. Un héritage de plusieurs millions d'euros. C'est plus que suffisant pour être un mobile crédible d'assassiner son père. Les taux se resserrent de plus en plus autour de la fille adoptive de la victime. Début 2005, Lucie Dalmasso est mise en examen et enfermée à la maison d'arrêt de Nice. Les enquêteurs vont se pencher sur la personnalité de Lucie. Lucie, à ce moment-là, c'est une belle jeune femme de 23 ans. Et elle est là. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Nice. Décrite comme une belle étudiante, déterminée, sans scrupules, un peu froide certes, mais terriblement attrayante, Lucie reste de marbre lorsque les policiers de la crime viennent l'interpeller à son domicile de Nice. Et pourtant, elle comprend qu'elle va passer sa première nuit derrière les barreaux. Les enquêteurs ne vont pas tarder à faire un autre rapprochement. On a vu que les restes du corps de Christophe proviennent des collines au-dessus de Cannes, à Valoris. Or, il se trouve que le grand-père maternel de Lucie y possède un terrain et une maison. Le grand-père de Lucie a un terrain qui est à proximité de là où on a trouvé les restes de Christophe. Il a un terrain isolé. Et ben, c'est Borba da Silva qui a dit que Christophe aurait été enterré là-haut et puis déterré. Déterré, puis pour qu'on le retrouve plus vite, puis jeté par-dessus le pont, pour qu'on retrouve ses restes plus vite. L'enquête n'a pas pu déterminer dans quelles conditions Christophe Dalmasso a été tué, puisqu'on n'a pas retrouvé son corps. On ne saura jamais non plus comment il a été enlevé et s'il a été séquestré avant d'être assassiné. En revanche, les analyses de la police scientifique appuient les déclarations d'Edno Borba, comme quoi Christophe aurait été dans un premier temps enterré sur la propriété du grand-père de Lucie. Le pied retrouvé est en effet piqué de mystérieux points noirs, traces d'aiguilles de pin. On a fait des recherches d'ADN, là encore, et fait extraordinaire, c'est la même essence de pain, et j'ai appris à cette occasion, pourtant je suis méditerranéen, qu'il y a des centaines et des centaines d'essences de pain. Et là, les expertises ont démontré que les points noirs dans le pied de Dalmasso étaient exactement semblables quant à leur essence au pain, aux aiguilles de pain qui se trouvaient aux alentours de la maison.
Et ces résidus de pain appartiennent à une famille de pins bien précise, le Pinus halepensis. Donc on a la certitude qu'il a séjourné un moment à cet endroit, près de cet endroit. Et on pourrait dire que c'est un mauvais film policier, cette masure aujourd'hui délabrée. On peut très bien penser, même si elle a été passée au crible, qu'elle a suffi pour que pendant quelque temps, ce malheureux il soit séquestré. Enfin, tout ça, c'est du roman policier, mais c'est peut-être aussi la vérité. Christophe Dalmasso aurait donc été enterré sur la propriété du grand-père de Lucie. C'est en tout cas la dernière version qu'Edno Borba livre aux policiers. Lucie lui aurait en fait proposé un contrat, une somme d'argent contre la tête de son père, et devant son refus, elle aurait trouvé d'autres hommes de main. Son scénario est presque crédible, sauf que les policiers sont persuadés qu'Edno Borba a exécuté lui-même Christophe Dalmasso. Arrivé en juillet 2003 au château Beaulieu, le Brésilien est tout à fait au courant de la mésentente entre le père et la fille. Il a connaissance de l'action en désaveu de paternité, c'est-à-dire de toutes les raisons qu'avait Lucie Dalmasso de souhaiter la disparition de son père. Le juge d'instruction va se mettre à croire à la piste Lucie Dalmasso comme commanditaire. Edno Borba raconte que le 2 septembre 2003, Christophe Dalmasso a été enlevé à son parking en face du château Beaulieu. En effet, compte tenu de la saison estivale et de l'heure de la disparition, entre 12h30 et 13h30, il est fort vraisemblable que l'enlèvement soit passé dans un endroit isolé comme un parking. Mais qui lui a tendu le guet-apens? On suppose, et c'est à mon avis sûr, puisque le dernier appel téléphonique de M. Christophe Dalmasso est vers le château Beaulieu. Donc on pense qu'il a été certainement agressé, enlevé, séquestré et puis ensuite emmené dans sa voiture certainement. Donc on s'est posé la question, est-ce que véritablement on ne l'a pas attendu dans son garage? Est-ce que véritablement il n'y avait pas un guet-apens qui était organisé? Et il faudra attendre un an et demi d'instruction pour qu'on ait la révélation qu'il y avait un bip, effectivement, certainement dans la poche de M. Dalmasso, mais aussi il y avait un double du bip. Et ce double du bip, c'est quand même un peu gênant. On le retrouve dans la famille Kirsten-Dalmasso, Lucie Dalmasso. Mais pourquoi à ce moment-là, elle ne dit pas à la police, j'ai le bip et j'ai les clés? Si jamais, on ne sait jamais, son père vient de disparaître, elle se fait du souci. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir dans son garage s'il n'y a pas du sang, s'il n'y a pas quelque chose. Et pourquoi elle le dit à la police? Il me semble qu'il faut un bip. Mais pourquoi? Ça interpelle, ça. Lors de ses premiers interrogatoires, Lucie Dalmasso précise en effet qu'il faut un bip dans les sous-sols du palais Foch et une clé pour ouvrir le garage. En revanche, elle omet de dire aux enquêteurs qu'elle détient le double des clés et du bip. Elle va également omettre de raconter à la police que sa relation avec son père est conflictuelle. Tous ces éléments pèsent sur la conviction du juge, qui se décide 1 an et demi après la disparition de Christophe Dalmasso à envoyer la fille adoptive en prison. En février 2005, elle est mise en cause par Borba da Silva comme ayant été l'instigatrice et la commanditrice du meurtre de son père, de son enlèvement. À ce moment-là, elle va être, alors qu'elle a été interrogée plusieurs fois comme témoin, elle va être mise en examen par le juge d'instruction et incarcérée. Derrière ses barreaux, Lucie Dalmasso, 22 ans, n'en démord pas. Elle n'a rien à voir avec la mort de son père. Lucie est une personne assez spéciale. Il a été obligé de la reconnaître parce qu'il avait épousé Elisabeth Kirstein, une aventurière venue d'Amérique à l'âge de 18 ans. C'était une petite métisse de caractère assez difficile. Il l'avait fait mettre en pension. Elle lui en voulait. Par la suite, elle a grandi et Christophe était très riche et elle, assez pauvre. En fait, son rêve véritable, c'est de faire fortune en devenant actrice. Elle fréquente beaucoup Cannes, tout proche. Elle va au Festival de Cannes, elle marche sur la croisette et elle se voit star. À peine l'adolescence terminée, elle file vers les États-Unis. Objectif, faire du cinéma, gagner beaucoup d'argent. En réalité, elle va trouver là-bas un mari et l'épouse un peu rapidement. 2 ans plus tard, le couple explose. Elle appelle son père, envoie-moi de l'argent pour rentrer. L'Amérique, c'est terminé pour moi. Après donc être partie sur un coup de tête aux États-Unis, Lucie déchante et demande à son père de l'argent pour revenir en France. Christophe Dalmasso supporte déjà mal que son ex-femme Elisabeth lui demande sans cesse de subvenir à ses besoins, alors quand sa fille s'y met, c'en est trop.
au mois de mai 2001, elle téléphone à son père en pleurant. Elle lui dit « Papa, envoie-moi de l'argent ». Donc Christophe le début mai, il envoie l'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait en arrivant? La première chose qu'elle fait, elle va à la poste, elle va vider un compte que son père avait ouvert à son nom, mais son père était mandataire. Christophe Dalmasso refuse que sa fille adoptive touche à cet argent. Il fait opposition. Lucie devient interdit bancaire. Quelle ironie! Son père est millionnaire et elle, sa propre fille, se retrouve sans un sou. Sa rage envers son pingre de père ne va pas s'arrêter là. Elle va, le 1er juin 2001, elle va porter plainte pour abus de confiance au commissariat de Cannes. Mais dans cette guerre de gros sous, Lucie perd une bataille. Le 24 juin 2003, elle est condamnée à payer la somme de 245 000 francs à son père, soit près de 40 000 euros. Elle, qui n'a aucun revenu, doit verser cette somme considérable à son père qui est richissime. La jeune femme ne ressent plus que de la haine envers Christophe. Lucie, elle avait mis un petit mot sur son pare-brise. « Rira bien qui rira le dernier ». Et là, il m'a dit « Maman, sa froideur me fait peur ». Il y a une lettre qui est produite dans le cadre de l'instruction où Lucie va quand même avoir des propos assez durs vis-à-vis de son père. Lucie n'a pas digéré ce procès qu'elle a perdu contre son père. C'est à partir de ce moment qu'elle décide de le faire disparaître pour lui piquer son magot. En tout cas, c'est la version que donne le Brésilien Edno à la police. Et d'ailleurs, son acharnement à accuser son ex-petite amie devient finalement suspect. Je pense, moi, qu'il était éperdument amoureux d'elle et qu'il ne supportait pas de la savoir en liberté alors qu'il était lui mis en examen du chef du meurtre de son père. Et que, comme Lucie ne lui a pas écrit quand il était en détention, quand Lucie ne lui a manifesté aucune solidarité, qu'elle croyait même à sa culpabilité, je crois qu'il s'est mis à la détester, à la haïr et à la mettre en cause par jalousie. Après tout, il était de la partie lorsqu'ils ont fêté au champagne la disparition de Christophe Dalmasso. En effet, le jour où Nice Matin relate que la voiture du jeune homme d'affaires a été retrouvée calcinée, Cleonaccio, l'ami de Christophe, en rapporte un exemplaire au château Beaulieu. Et là, il va assister à une scène incongrue. En fait, ils avaient tous un journal aussi. Ils étaient tous contents. Du fait que sa voiture avait été retrouvée calcinée. Et je me souviens, ils sont allés chercher une bouteille de champagne pour ouvrir un champagne pour commémorer ça, parce qu'Elisabeth, elle a dit finalement, il y a quelque chose de mal qui arrive à Christophe, maintenant il va payer tout ce qu'il nous a fait et tout. Et moi, j'étais un peu dégoûté, j'ai pas trop aimé cette scène. Et je me suis dit, bon, je suis parti en fait. Les enquêteurs ont mis l'entourage de Lucie sur écoute. Certaines conversations sont édifiantes, pour ne pas dire accablantes. Alors, Borba dit à Lucie, « Lucie, je ne te dois pas d'argent, parce que quelque chose a été fait. Lucie, tu veux que je te dise par téléphone les choses qui ont été combinées entre moi et toi ?» Et il rajoute, « Et la chose que tu sais a été faite, et tout ce qui a été fait, c'était une question de le faire pour toi. » Malgré le vent de culpabilité qui souffle sur la frêle jeune femme, Lucie ne se démonte pas et continue de nier toute participation au meurtre de son papa. À ce stade des recherches, les enquêteurs sont maintenant persuadés que Lucie a commandité le meurtre et que c'est Edno Borba, son petit ami brésilien, qui l'a exécuté. Mais évidemment, Lucie nie. Quant à Edno, lui, il essaie de lui faire porter le chapeau. Lucie va donc déployer une stratégie de défense particulièrement gonflée pour essayer de s'en sortir. Non seulement Lucie clame son innocence, mais en plus elle veut être entendue en tant que victime. Lucie affirme que son ancien petit ami lui faisait croire que son père était en fuite au Brésil et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de passer par lui pour rester en contact avec son père. Edno avait un messager sur place au Brésil, un certain Marcelo, qui tenait régulièrement au courant de la vie de Christophe au Brésil. Ce Marcelo vit là-bas, au Brésil, et il est chargé de donner des nouvelles du père. Alors c'est assez compliqué, elle dit que ça se passe dans une cabine téléphonique, que lui-même téléphone d'une cabine téléphonique, de façon à ce qu'on ne retrouve pas la trace de son père. Et le Marcelo, un beau jour de juillet 2004, l'appelle suffocant, mais malgré tout avec son accent brésilien, lui dit «
Je viens d'être blessé dans une favelle, je vais mourir, je ne donnerai plus de nouvelles du père. Là, on est carrément dans le grotesque. Et pourtant, la police dit, pourquoi pas? Après tout, c'est peut-être possible. Vous voyez que, vraiment, dans cette histoire, c'est totalement ébouriffant, quoi. On n'y comprend plus rien. Alors que tout le monde cherche Christophe Dalmasso, Lucie, elle, est donc persuadée qu'il est parti refaire sa vie au Brésil. Lucie, pendant des mois, va croire que son père réside au Brésil. Son père est un amoureux du Brésil, il héberge des Brésiliens, il a une problématique avec le Brésil tout à fait personnelle, et elle va croire la piste brésilienne du départ volontaire de son père, qui sans doute aurait fait, selon elle, quelques mauvaises affaires et avait intérêt à mettre un peu de distance entre Nice et... C'est ce qu'elle va croire et c'est ce qu'elle va penser. Pourtant, au moment de la disparition de son père, elle tait ses informations à la police. Elle expliquera ensuite qu'elle ne voulait pas trahir son père, avec lequel elle avait même entrepris de se réconcilier. C'est pour ça qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle sait aux enquêteurs. Mais à aucun moment elle ne ment. Elle va pécher par omission. Lucie oublie donc de dire des choses. Comme elle oublie de dire à la police qu'elle possède un double des clés et du bip du garage de son père, Lucie oublie aussi de parler des fameux chèques en possession du Brésilien, alors que son père venait de disparaître. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à ce moment-là aux policiers? Elle fournira des explications contradictoires et rocambolesques, sans jamais lâcher prise. Lucie, c'est une petite qui a beaucoup de sang-froid, qui est très déterminée, qui a moi je dirais qu'elle est Machiavel. Elle a toujours réponse à tout. Mais l'implication de Lucie Dalmasso dans la disparition de son père ne semble plus faire de doute pour personne. Contrairement à Edno Borba, elle a un mobile financier incontestable et pour éviter de se faire déshériter, il lui faut courir contre la montre. Qui avait intérêt à la mort de Christophe Dalmasso? Moi je dis crûment, celle qui se voyait, et qui certainement a beaucoup d'attrait pour l'argent, qui se voyait dépossédée de la moitié d'une fortune. Ça ne lui suffisait pas, cette moitié. Le juge d'instruction va renvoyer devant la cour d'assises Edno Borba pour homicide et Lucie Dalmasso pour complicité, ainsi qu'Elisabeth Kirstein pour complicité également. Lucie, qui continue de clamer son innocence, refuse d'occuper le box des accusés. La toute jeune métisse fait appel de l'ordonnance de renvoi. Le 24 juillet 2007, la chambre d'appel de l'instruction rend son arrêt. Des mots assomment les uns tandis que des phrases soulagent les autres. La justice leur assène, aux parents, un coup aussi inattendu que difficile. Les deux suspectes sont déclarées innocentes. Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, pour mademoiselle Dalmasso, ça m'a paru être un travail tout à fait objectif et normal. Qu'il soit désavoué par la chambre de l'instruction, je vous dis franchement, non seulement on peut dire que j'ai été déçu, mais enfin moi je ne suis pas un coupeur de tête, mais j'ai été sidéré. Personne ne s'y attendait. Lucie Dalmasso ne sera donc pas jugée pour les faits dont elle est soupçonnée. Le dernier magistrat a estimé qu'il n'y avait pas dans le dossier assez de charges contre elle. On balaye à la cour d'appel, on balaye tout ça. Ce ne sont pas des preuves. Lire un arrêt de la chambre de l'instruction qui blanchit cette jeune femme, mais qui, j'allais dire, qui se contente de prendre le contre-pied de tout ce que nous avons allégué. Ce contre-pied consistant à dire qu'il n'existe pas de charge suffisante que répétée 20 fois, sans d'ailleurs démontrer, ou en tout cas en nous disant que ça n'est pas vrai. Lorsque nous alléguons des charges, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas rapportées, elles ne sont pas démontrées, et cette personne est blanchie. Pourquoi, selon la justice, Lucie ne peut être l'assassin de son père? Eh bien, par exemple, prenons les relevés téléphoniques. Le jour de la disparition de Christophe, à aucun moment sa fille n'a été en contact avec lui. Ce que je trouve drôle, c'est que les magistrats de la cour d'appel, ils disent qu'elle n'était pas en correspondance le jour de la disparition de Christophe. Je ne savais pas que moi, quand on doit assassiner quelqu'un, on doit lui téléphoner avant. Je ne savais pas, moi, ça. Je ne savais pas. C'est un peu aberrant, ça, cette réflexion. Lucie n'a pas téléphoné à son père. Elle est trop maligne, Lucie.
Autre charge bancale pour la justice, le récit d'Edno Borba, qui dit que Lucie a surveillé le bon déroulement des opérations par la fenêtre de sa salle de bain. Alors elle, avec délectation, parce que je peux vous dire avec délectation, elle dit « Oh, mais voyez bien qu'il ment. De la fenêtre de ma salle de bain, on voit pas le garage de mon père. Et là, Lucie, pour la première fois, elle ment pas. Elle a raison. De la salle de bain, on voit pas de sa salle de bain. Mais par contre, sur le même étage, la salle des toilettes, parce qu'ils n'ont pas appelé ça la salle des toilettes, ça surplombe le garage de Christophe. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Le même étage, puis c'est une porte qui n'est même pas fermée à clé, elle a dû faire le guet de la salle des toilettes. Mais la cour d'appel s'est contentée de la salle de bain. Bien sûr que là, Lucie ne ment pas. Mais surtout, les magistrats ne souhaitent pas renvoyer Lucie Dalmasso devant les juges, car le dossier repose essentiellement sur les déclarations d'un seul homme, assez peu digne de confiance. On va s'apercevoir qu'en réalité, contre Lucie Dalmasso, il n'y a qu'une seule charge, c'est la déclaration de quelqu'un qui n'a cessé de mentir dans l'enquête. Edno Borba est donc renvoyé devant les assises pour assassinat, tandis que Lucie Dalmasso, la fille adoptive de la victime, et sa mère, Elisabeth Kirstein, sont définitivement blanchies. Et quel soulagement humain ça a été pour moi de savoir que cette jeune femme ne passerait pas à la roulette russe des jurés d'une cour d'assises. Je peux vous dire que je suis persuadé de son innocence. Une décision de justice qui pèse lourd sur l'avenir financier d'une future héritière. Lucie Dalmasso, en ayant un non-lieu, elle va logiquement hériter de son père, puisque elle est l'héritière de Christophe Dalmasso, dans la mesure où l'action de renoncement de paternité n'a pas été conduite. À 23 ans, Lucie va donc pouvoir toucher l'héritage colossal du défunt, non chiffré de façon précise mais estimé à plusieurs millions d'euros. Cette vérité-là, on la connaît donc. Mais la vérité sur les circonstances de la disparition de Christophe Dalmasso, on est loin de la connaître. Jamais je me contenterai de ça. Je la veux, la vérité. Je veux la vérité malgré que ces hauts magistrats de la cour d'appel en ont décidé autrement. Ils connaissent pas, ils lisent un mémoire, c'est du papier, mon fils, pour eux. C'est un numéro, c'est du papier. Ils connaissent pas l'histoire. Et voilà, ils balayent le jugement des juges instructeurs, de la police qui ont enquêté. Et tout ça, ça compte pas. Ça compte pas pour ces magistrats de la cour d'appel. Le procès d'Edno Borba pour l'assassinat de Christophe Dalmasso se tiendra en 2009 à la cour d'assises. Si la justice pense avoir un coupable, la justice n'a toujours pas de mobile. On ne sait absolument pas dans quelles circonstances il a été assassiné. Et puis, comment Lucie Dalmasso a-t-elle pu échapper à la justice? Ça, c'est un véritable mystère. Espérons que ce procès d'assises élucidera toutes ces questions qui restent pour l'instant sans réponse. Au grand désespoir, évidemment, de la maman, Renée Dalmasso, qui inlassablement depuis 6 ans se bat. Se bat d'abord pour faire avancer l'enquête, et puis ensuite pour faire rouvrir l'enquête. Le moindre détail, le moindre témoignage inattendu peut tout bouleverser dans cette affaire-là. Et l'important, c'est que la lumière, enfin, soit faite sur la disparition tragique de Christophe, sur ce meurtre de la Côte d'Azur. Bonsoir.